Salam alaikum Azzoul Fillaoun. Bonsoir. L'Algérie veut renégocier l'accord d'association avec l'Union européenne. Entré en vigueur en 2005, cet accord est jugé obsolète par le gouvernement algérien. Le sujet a été évoqué hier par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion du Conseil des ministres. Pour le chef de l'État, la révision de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne est imposée par des données économiques réalistes. À l'entrée en vigueur de cet accord en 2005, les exportations de l'Algérie étaient essentiellement composées d'hydrocarbures, a rappelé le président de la République. Mais la donne a changé depuis. Aujourd'hui, nos exportations hors hydrocarbures se sont diversifiées et élargies, notamment dans l'agriculture, des minéraux, les produits miniers, les produits alimentaires et autres, a soutenu M. Abdelmadjid Tebboune, selon le communiqué de la présidence de la République publié à l'issue de ce Conseil des ministres. Abdelmadjid Tebboune a expliqué que la vision de l'accord d'association n'est pas sur fond de conflit, mais plutôt en soutien, en bonne relation entre l'Algérie et l'Union européenne en tant que partenaire économique. Des relations basées sur le principe gagnant-gagnant, a-t-il dit. Alger a reproché à l'Union européenne le manque d'investissement en Algérie, des échanges commerciaux hors hydrocarbures déséquilibrés. De 2005 à 2020, les pays de l'Union européenne n'ont investi que 13 milliards de dollars en Algérie, a indiqué le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf en octobre dernier. Pendant cette période, les échanges commerciaux entre les deux parties ont atteint 1 000 milliards de dollars. L'Algérie a exporté du pétrole et du gaz vers l'Europe, d'où elle a importé des produits industriels et agricoles ainsi que des services. Il est important de préciser que l'Europe se dirige vers la transition énergétique ou l'énergie renouvelable, car l'Union européenne souhaite atteindre la neutralité carbone comme convenu lors de la dernière conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan. La question qui s'impose, qu'est-ce qu'on produit à part les énergies fossiles? Quasiment rien. Le pouvoir algérien cherche surtout à redorer son image à l'étranger, une image qui compte pour sa survie. Rappelons que l'article 2 de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne stipule ce qui suit: le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme fondamentaux tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, constitue un élément essentiel du présent accord et oriente les politiques internes et internationales des deux parties. Le souci des Européens, c'est que l'Algérie inquiète par son instabilité politique à l'intérieur, la situation des droits de l'homme, la répression, l'emprisonnement des hommes politiques d'opposition, l'arrestation des journalistes et l'immigration clandestine. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro. Tebboune a annoncé la révision de l'accord avec l'Union européenne. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission professeur Nordin Aoussat, universitaire, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Nordin, bonsoir. Marhaba bik, salam alaikum. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alaykoum salam, Nassar. Bonsoir à toi, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Maralibia. Et salam alaikum à l'équipe technique, ainsi d'avance à tes invités. Merci beaucoup, Sénordine. Barakallahu fik. On passe le bonjour aussi à l'équipe technique. Chaque fois, on les oublie. Nazim Taleb, qui est avec nous, membre du mouvement Rached, il est avec nous depuis Paris via Skype. Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. À vos invités et à tous vos téléspectateurs. Merci Nazim Taleb. On a aussi le plaisir d'accueillir Gamal Abina, expert en relations internationales. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Gamal Abina, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à tous. Bonsoir à Nordin et à toute l'équipe technique et tous les téléspectateurs.
Merci beaucoup, Gamel. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bikoum. On va commencer d'abord par cette petite vidéo. Donc, pendant donc, le Conseil des ministres, Al-Majid Tebboune a parlé de cette décision de renégocier les accords qu'il y a entre l'Algérie et l'Union européenne, cette association. On va regarder cette petite vidéo et je reviens à mes invités juste après. La révision de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne, autre dossier important. Le président Abdelmajid Tebboune a affirmé que cette révision est bien dictée par des impératifs économiques réels. Le président Abdelmajid Tebboune a expliqué que lors de la conclusion de cet accord en 2005, celui-ci reposait sur une économie algérienne basée sur les exportations d'hydrocarbures, réalité économique qui n'est plus la même actuellement, avec des capacités d'exportation hors hydrocarbures de l'Algérie nettement plus importantes, notamment en ce qui concerne le secteur de l'agriculture ou également le secteur industriel. On peut prendre en exemple les exportations d'acier. Le président, toujours dans ce dossier, affirmait également que cette révision de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne n'est pas ou n'intervient pas sur un fond de litige, mais elle intervient bien plutôt dans le cadre de soutien, un cadre de soutien aux bonnes relations qu'entretiennent l'Algérie et l'Union européenne sur la base d'un partenariat gagnant-gagnant. Voilà, donc c'est très clair. Je vais commencer avec vous, Nourdine. Qu'est-ce que vous en pensez donc de cette décision, la révision d'association avec l'Union européenne? Peut-être pour une partie d'observateurs, ils vous diront que c'est une très bonne chose. L'économie algérienne a changé. Donc cet accord a été signé en 2005. Où il a été signé en 2002, il est rentré en vigueur en 2005, exactement. Donc, le pays a changé. C'est Nourdine. Oui, effectivement, le pays a changé, il a beaucoup changé, disons. Sauf que sur le plan économique, mais avant de commencer ma réponse, j'aimerais saluer, maintenant que je les ai vus, mes deux amis, c'est Gamal Abina et c'est Nazim Taleb. 2002, c'était le moment où l'accord a été conclu. 2005, c'est le moment où il est rentré en vigueur. Et nous sommes en 2025, ça fait donc 20 années d'expérience. Réviser un accord après 2 décennies de mise en œuvre, c'est ce qu'il y a de plus normal dans des relations économiques. Par contre, il faudrait être vigilant et de ne pas croire que nos partenaires européens nous entendront comme pourraient nous entendre les Algériens quand nous leur disons des chiffres qui sont des chiffres totalement imaginaires. Abdelmajid Tebboune, si vraiment il part avec l'idée que l'économie algérienne, comme il l'avait lui-même dit, et ça n'a jamais été corrigé, c'est la 3e puissance économique mondiale, donc disons qu'il part sur de fausses bases et qu'il se fait des illusions, parce que l'Algérie n'est pas la 3e puissance économique. Mais sinon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 1000 milliards sur ces 20 ans d'échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Union européenne, 13 milliards uniquement d'IDE, d'investissements directs étrangers, mais les échanges, ils sont basés, et ça a été dit, sur gagnant-gagnant. Les Européens, ils seraient vraiment les plus fous de tous les fous de la planète s'ils boudaient les produits algériens compétitifs en qualité et en prix, et ils vont chercher des produits à Taïwan ou des produits à je ne sais où. Non, les échanges sont basés sur l'intérêt. Quel intérêt les Européens ont à acheter nos produits et quel intérêt nous avons, nous aussi, à privilégier les exportations des produits au lieu de les faire destiner à la consommation locale. Voilà les questions. Donc, en 2 mots,
oui pour la révision de cet accord, mais ne faisons pas d'illusions et surtout soyons réalistes pour partir sur des réalités économiques et non pas sur des discours. Très bien. Gamal Abine, l'analyse de Sinourdine est très claire. Il faut qu'on soit donc objectif. D'abord, les échanges sont... c'est une question d'intérêt des pays. C'est ce qu'ils voient donc ces pays européens. Qu'est-ce qui changera après, donc, s'il y a révision de cet accord d'association avec l'Union européenne? Gamal Abine. Vous savez, il y a plusieurs éléments qui ont été dits. Premier élément, c'est le fait que... Enfin, j'ai un retour d'écho, malheureusement, c'est un peu compliqué. Donc, premier élément, c'est le fait que les renégociations se fassent après 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a un pays qui, pendant 20 ans, a acheté énormément de produits européens. Je prends les chiffres de 2019, par exemple. 24 milliards de dollars, un peu plus, presque 25 milliards de dollars, contre une Algérie qui vend, elle, de son côté, 11 milliards de produits essentiellement hydrocarbures, donc pétrole et produits dérivés, pour 93% des ventes. Quelques produits de l'agriculture, mais en substance, c'est ça qu'on a en face de nous. Ensuite, on a un pays qui, donc en termes de balance commerciale, même si on avait un pétrole abondant et un gaz abondant et qui était assez cher, pouvait encore accepter d'avoir des termes de l'échange qui sont dégradés. C'est-à-dire qu'on se retrouve à vendre des produits de base qu'ils nous revendent transformés et valorisés avec de la valeur ajoutée. Sauf que ça, c'est pas un truc qui est viable et les Européens ont évidemment bien profité de la situation parce que ça reste des commerçants. Que ce soit les Allemands, les Italiens, les Français. Le marché algérien représentait en gros, pour l'Algérie, c'est 47% du marché qui est alimenté par l'Europe. Donc c'est énorme comme chiffre. Et le fait que M. Tebboune demande une renégociation, c'est d'abord normal et légitime. Puis surtout, c'est parce qu'effectivement, en 2002, quand on fait cette signature d'accord qui rentre en vigueur le 1er septembre 2005, à ce moment-là, l'Algérie n'a quasiment pas d'industrie, on a 2,5%, très peu d'agriculture, un pays qui est en transformation et en reconstruction, et un pays qui a besoin effectivement d'investissements étrangers, les IDE. Les IDE n'arrivent pas, ou très peu, 13 milliards en cumul, ce qui est ridicule, ce qui veut dire que l'Europe n'a pas tenu ses engagements. Des pays comme la France prenaient l'Algérie pour un marché naturel. On pouvait vendre autant de ferraille qu'on voulait, il n'y a aucun problème. Le pays pouvait acheter n'importe quoi, du chewing-gum, de la pâte à tartiner, n'importe quel type de produit, au profit effectivement des entreprises françaises ou européennes. Là, la renégociation, elle dit quoi ? Elle dit que l'Algérie aujourd'hui est passée dans une phase d'achat net sans production nationale industrielle. On est passé à 5%, avec une production de produits transformés, valorisés. Et je prends 3 groupes emblématiques pour cela. Iris, Condor, Cévital, qui ont fait leurs preuves. Donc l'Algérie est capable aujourd'hui de produire des produits de standards internationaux qu'elle peut exporter. Rien que le groupe Iris a vendu des pneus, pour ne prendre que les pneus, parce que c'est un énorme groupe industriel, des pneus aux États-Unis. Iris fabrique de tout. Il fabrique de l'électroménager, du téléviseur, de l'électronique. Alors c'est des produits qui ont un taux d'intégration plus ou moins important, mais il y a certains qui sont finis en construction algérienne et qui sont valorisables en Algérie. On a un pays qui a un avantage comparatif considérable. Une énergie abondante et pas chère, une jeunesse formée et pas chère non plus, une surface industrielle importante, des infrastructures et surtout la possibilité d'exporter non seulement vers l'Europe, d'importer de l'Europe et de réexporter vers l'Afrique. Donc ça devient un hub commercial nécessaire. Sauf que les Européens n'entendent pas de cette oreille. Quand Nourdine dit par exemple... Et pourquoi, d'après vous, Gamal Abine, pourquoi ? Parce que la question aussi, et là après je vais donner la parole à notre ami Nazim Taleb, la question qui se pose, c'est cette instabilité politique aussi. La question des droits de l'homme qui a été soulevée dernièrement, par exemple, par le Parlement européen. Est-ce que vous pensez que les pays européens aussi pensent que l'Algérie est instable ? Pourquoi aller investir là-bas ? Alors, si on parle des droits de l'homme, ça, ce genre de blague ne m'intéresse pas du tout. L'Europe se fiche complètement des droits de l'homme. Elle ne s'intéresse aux droits de l'homme à partir du moment où il y a un intérêt ou un désintérêt. Je prends l'exemple de la Chine, qui est un des premiers partenaires aussi européens. Bizarrement, les droits de l'homme, ils n'en parlent pas. On ne parle pas des droits de l'homme en Turquie. Pourtant, on peut en parler. On ne parle pas des droits de l'homme, évidemment, en terre occupée de Palestine, où là, vraiment, les droits de l'homme n'existent pas. Les Palestiniens sont du bétail. On ne parle pas des droits de l'homme dans certaines dictatures, comme celle de ce qu'on appelle le Myanmar aujourd'hui, qui était l'ancienne Birmanie, de Aung San Suu Kyi. On commerçait avec ce pays alors qu'il massacrait les musulmans ouïghours. Donc, Rohingyas, excusez-moi. Donc on ne parle pas des droits de l'homme en fonction des pays, de la taille des pays, de l'importance et surtout de la puissance. On ne parle pas des droits de l'homme aux États-Unis, qui ne respectent pas les droits de l'homme, il faut être très clair. Les États-Unis sont un pays où c'est le recordman de l'emprisonnement, ils pratiquent encore la peine de mort dans certains États. Donc les droits de l'homme, c'est pas un argument. Ça, c'est un argument juste pour cacher la vérité. Quand vous mettez les droits de l'homme en avant, c'est parce que vous ne voulez pas faire commerce ou parce que votre commerce est en danger. La vraie question, c'est pas des questions de morale. En commerce, il n'y a pas de morale.
en commerce, quand on voit l'Europe qui est en train de saccager l'Afrique pour faire, par exemple, pour récupérer de l'uranium, pour récupérer simplement des produits pour les voitures, pour faire en sorte qu'ils puissent alimenter leur batterie, ils sont pas intéressés par les droits de l'homme en RDC. Donc la question des droits de l'homme ne compte pas. Ce qui compte, c'est les rapports d'État-État, les rapports économiques, les rapports de force, qui sont des réalités évidemment sur le plan économique, et les rapports de concurrence. Or, mettez-vous à la place, par exemple, d'un fabricant français qui va fabriquer des téléviseurs. Il y en a quasiment plus, mais imaginons que ça existe encore. Eh bien, mettez-vous à sa place. Il va avoir débarqué sur son territoire un groupe comme Iris qui fabrique, ou Condor, fabrique aussi des téléviseurs, mais moins chers, avec la même qualité. Est-ce que vous croyez qu'ils vont l'accueillir à bras ouverts? Eh bien non, et on en a la preuve. L'histoire de la pâte à tartiner de Morjane qui a posé problème sur 2 fronts. Premier front, c'est un produit algérien. Il ne voulait pas montrer qu'un produit algérien pouvait marcher. Deuxième front, en plus, sur sa pâte à tartiner, sur la boîte, il y a une femme au hayek. Ce qui veut dire qu'il y a une symbolique culturalo-religieuse qui les a dérangés. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait barrage pour des motivations fausses à un produit qui maintenant se vend aux États-Unis. Simplement parce qu'ils protègent leur marché. Donc c'est une façon de concurrencer de façon déloyale des produits algériens qui pourraient être plus intéressants, de bonne qualité, mais qu'on ne veut pas voir arriver sur les marchés européens. Très bien, restez avec nous, Gamal Abina. On va écouter dans ce passage Majid Tebboune, quand il avait parlé donc des signaux économiques qui sont au vert, qui sont forts. On va l'écouter. Je poserai la question à notre ami, je donnerai la parole à notre ami Nazim Taleb après. اليوم الجزائري ما ينظرش المحيط نتاعو توجه لاوروبا ونمط المعيشي نتاع اوروبا وعندنا مؤشرات حتى بالنسبه للمؤشرات الاقتصاديه نحاول نوصل الى نفس المؤشرات مثل اوروبا. اليوم الجزائري Voilà, donc Majid Tebboune. Donc on va l'écouter aussi sur la question avec l'accord d'association avec l'Union européenne dans une interview avec Majid Tebboune. رئيس نبقى في المجال الاقتصادي لو سمحتم. المنتجات الجزائريه لا زالت تجد بعض الصعوبه في الدخول للسوق الاوروبيه. وانتم سيدي الرئيس يعني في العهده الاولى تكلمت على قانون اتفاق الشراكه مع الاتحاد الاوروبي وطلبت بمراجعته. هل الجزائر لا زالت تطالب بمراجعه هذا الاتفاق لان المنتجات الجزائريه لا زالت تجد عراقيل يعني لدخول السوق الاوروبيه؟ نعم، مراجعة الاتفاق ضروري وتفاهمنا ويعني بسلاسة وبكل صداقة وما لناش في نزاع مع أوروبا. احنا صراحة في علاقات حتى مع فرنسا أنا في علاقات عادية. الوقت اللي الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي كانت جزائر أخرى ماشي الجزائر تاع اليوم. كانت جزائر اللي نسبة التصنيع فيها نسبة المشاركة تاع الصناعة في الدخل القومي الخام كانت 3%. لكن عندك ما تصدر الأمور الفلاحية كانوا الجيران أولى، لأن احنا ما كنا نستوردوا وما كناش نصدروا ما عدا النفط، جزء من النفط وجزء من كذا. اليوم الأمور تغيرت كثير. الجزائر عندها إنتاجها، عندنا إنتاج تاع التحويلي، عندنا إنتاج كهرومنزلي، عندنا نطلبوا المراجعة لأن أساس اتفاق مع أوروبا هي le libre-échange. Voilà, donc Majid Tebboune qui a rappelé que cette révision de l'accord d'association n'est pas sur fond de conflit, mais plutôt en soutien aux bonnes relations entre l'Algérie et l'Union européenne. Nazim Taleb, qu'est-ce que vous en pensez de cette question? Avant de vous donner la parole, il faut juste rappeler donc l'article qu'il y a dans l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne stipule ce qui dit l'article 2.1, le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme fondamentaux tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme constitue un élément essentiel du présent accord et oriente les politiques internes et internationales des deux parties. Nazim Taleb. Oui, moi je rejoins ce qui a été dit sur les droits de l'homme. On a vu que l'Union européenne, même les États qui se prévaut justement de ce principe, ils l'ont foulé aux pieds tout simplement récemment avec
le génocide qui s'est passé à Gaza, ils n'ont pas arrêté de commercer avec Israël. La même chose avec certains pays africains qui sont dictatoriaux, la Chine et d'autres États. Donc je ne crois pas, effectivement, je rejoins l'intervention de la deuxième intervention qui parle des droits de l'homme comme un préalable à toute association. Mais par contre, ils peuvent l'utiliser comme une arme, comme ils l'ont utilisé pour Sinsal, par exemple. Donc là, ils se rappellent qu'il y a une clause des droits de l'homme. Alors, moi, par contre, je suis pas forcément... parce que le sujet, il est quand même très compliqué. Parce que... Alors, je donne l'exemple, par exemple, du Maroc. Parce que dire que parce que le haïk ou là, ça vient d'un pays musulman, ça se vend pas sur le marché européen, je suis pas forcément d'accord. Je donne, par exemple, l'exemple du Maroc. Il exporte à peu près pour 21 milliards de produits vers l'Union européenne, 5 milliards tout ce qui est matériel de transport, notamment les voitures, 2 milliards 500 millions de produits agricoles. Donc ils arrivent et pourtant ils ont à peu près le même accord d'association que l'Algérie a, c'est-à-dire un accord préférentiel qui a été signé également par le Maroc. Donc pourquoi le Maroc arrive à écouler ses marchandises et pas l'Algérie? Je crois que le principal problème... Juste, Sinazim, et surtout les gens qui nous regardent. Vous êtes en train de dire que l'accord qui a été signé avec l'Algérie, l'accord d'association, n'est pas différent de l'accord qui a été signé avec le voisin, le Maroc. Ben, il y a certainement des différences, mais globalement, c'est la réduction des barrières douanières, c'est la permission des produits aussi bien marocains qu'algériens sur le marché européen. Il y a pas, je veux dire, l'Algérie, si elle avait eu une vraie stratégie industrielle et de service, elle aurait pu écouler ses marchandises. Donc maintenant, on dit par exemple que l'Union européenne refuse les produits algériens. Bon, admettons que c'est la réalité. C'est en partie une réalité d'ailleurs, il ne faut pas non plus le sous-estimer. Pourquoi alors l'Algérie n'a pas augmenté ses exportations hors hydrocarbures vers d'autres régions comme l'Amérique latine, l'Afrique, la Chine, l'Asie? Donc ça veut dire que les capacités de production de l'Algérie sont limitées. Alors certes, oui, personne ne conteste que sur certains produits, notamment l'électroménager, certains produits même des shampoings, des produits cosmétiques, certains produits pharmaceutiques. C'est vrai qu'il y a eu un progrès qui a été fait par des industriels algériens, mais pourquoi ces produits-là ne se retrouvent pas sur d'autres marchés autres que celui européen? Et là se pose la question du modèle de gouvernance algérien. Le modèle de gouvernance algérien rend difficile l'exportation. Premièrement, le système bancaire, il est moyenâgeux. La bureaucratie et la corruption au niveau des ports et des douanes est rampant. Donc, dire que parce qu'il y a un accord qui est déséquilibré, qui a été signé en 2002, qui a été rentré en vigueur en 2005, empêche l'Algérie d'exporter, au fait, pourquoi à ce moment-là, l'Algérie exporte toujours pour 97 ou 98% de ses exportations à travers le monde sont toujours constituées par du pétrole, du gaz, des produits dérivés du pétrole, les minerais, etc. Pourquoi on n'arrive pas à exporter autre chose que ça? Et donc là se pose la question du discours en Algérie. Le discours en Algérie, c'est un peu comme Goebbels, c'est-à-dire asséner des contre-vérités et finalement les gens le croient. Donc Tebboune, il croit réellement que l'Algérie est devenue une puissance industrielle. À force de dire on va produire 30 millions de quintaux de tonnes de blé, il croit vraiment qu'on est en train de produire 30 millions, alors qu'on importe en blé exactement le même montant que les années précédentes. Il est en train d'asséner qu'on exporte du ciment. Le ciment, il représente à peu près 600 millions de dollars d'export. À ce moment-là, vous n'exportez pas vers l'Union européenne, exportez vers l'Afrique. L'Afrique, ils n'ont pas de cimenterie.
L'Algérie, certes, par rapport à d'autres pays africains, a un tissu industriel, ça c'est une évidence. Mais pourquoi à ce moment-là, les exports ne se font pas hors de l'Union européenne? Ça veut dire que c'est pas le problème de l'Union européenne, c'est le problème de la politique et le mode de gouvernance de l'Algérie qui fait que en Algérie, on n'a rien développé depuis 62 malheureusement, puisque on est toujours au point, et même pire. Peut-être que l'indice d'industrialisation de l'Algérie était plus important à l'époque de Houari Boumediene et même avant que maintenant. Donc c'est ça le problème. Pourquoi, comme j'ai dit l'exemple du Maroc, pourquoi le Maroc vend pour 20 milliards de dollars, y compris équipements, transport, services, comme j'ai dit, produits agricoles, 2 milliards. L'Algérie en produits agricoles, peut-être elle exporte pour 400 millions. Là, principalement, c'est des dates. Et donc, encore une fois, blâmer tout le temps l'autre et oublier que notre problème reste néanmoins interne, ça c'est un gros problème. Et quand on dit par exemple que les investissements ont été de 13 milliards, pourquoi à ce moment-là les investissements dans d'autres pays sont manifestement beaucoup plus importants qu'en Algérie? Parce que l'Algérie, tout simplement, pendant des années à ce jour, a toujours privilégié des investissements dans le domaine du pétrole et du gaz. Et quand vous dites, Nabil Taleb, très rapidement, quand vous dites le problème est interne, qu'est-ce que cela veut dire? Non, le problème est interne parce que le mode de gouvernance, on est toujours sur une économie rentière. Les gouvernants en Algérie, le régime militaire en Algérie, regardez la moyenne d'âge de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre à développer une Algérie de services, une Algérie de l'intelligence artificielle, une Algérie des smartphones, une Algérie de produits ou de services qui est à forte valeur ajoutée. Et l'Algérie peut le faire, je discutais avec un Européen, pour ne pas dire sa nationalité, il est parti là-bas, il a recruté des ingénieurs formés par l'université algérienne, qu'il les a trouvés de très bonne qualité. Alors, imaginez pourquoi il n'a pas pu le mettre en place, ça. Parce que il voulait faire du télétravail, donc ils ont fait une période d'essai de 2 mois. Le débit Internet était tellement faible qu'ils ne pouvaient pas faire du télétravail. Pourquoi l'Algérie n'est pas, par exemple, leader dans le call center? Pourtant, le français en Algérie, jusqu'à très récemment, les Algériens parlaient très correctement le français. Vous avez énormément de secteurs où le télétravail peut être mis en place, les infogérances, les informaticiens, même les consultations, je sais pas, médicales. Il y a énormément de services qui peuvent être mis en place en Algérie, par exemple, à forte valeur ajoutée. Et là, on ne parle pas de tomates et de pommes de terre puisque vous exportez finalement de l'eau, qu'on n'en a pas. Et pourquoi? Parce que le débit Internet n'est pas bon, parce que le système de change n'est pas bon. Vous devez toujours demander l'autorisation à la Banque centrale algérienne. Vous avez toujours des problèmes où la banque, il faut se déplacer, rien ne se fait en ligne. Il faut toujours signer un petit papier pour un virement de rien du tout. Et donc la bureaucratie, comme je vous ai dit, empêche l'Algérie à proposer et à bâtir une économie du savoir qui est effectivement qui apportera une forte valeur ajoutée au pays. Et c'est pas, comme je l'ai dit, d'exporter. Là, ils se plaignent pourquoi on n'arrive pas à exporter de la tomate et de la pomme de terre. Pour moi, c'est pas forcément ça qu'il faut exporter aujourd'hui. Aujourd'hui, regardez les grosses sociétés avec des grosses capitalisations, c'est l'intelligence artificielle, c'est les voitures électriques, etc. En Algérie, imaginez-vous le taux d'ensoleillement en Algérie. On pouvait être un leader sur le marché de l'électrique, de la voiture électrique. Et malheureusement, on ne fait pas ça. Et ce qu'on a oublié aussi de mentionner, c'est qu'en 2015, l'Algérie a imposé une tarification douanière contraire aux accords de l'Union européenne, donc qui a fait qu'on a réduit finalement les importations de produits européens. On est passé, par exemple, en 2015 de 22 milliards, là aujourd'hui on est à 14 milliards. Et par contre, l'Algérie exporte toujours autant vers l'Union européenne. On exporte aujourd'hui 35 milliards. Ça veut dire que la balance des paiements est toujours en notre faveur. Donc, il ne faut pas non plus noircir le tableau. La balance des paiements, les exportations algériennes vers l'Union européenne sont plus importantes, sont pratiquement le double que ce qu'on importe de l'Union européenne. Et là, bien sûr, vous parlez que la majorité de ces exportations sont dans les hydrocarbures. Voilà. Donc, quand on impose des tarifs, ça veut dire pour justement
protéger la production locale, bâtir une production locale, industrialiser le pays, proposer des services, etc. Depuis 2015 à ce jour, c'est-à-dire 10 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que l'économie algérienne aujourd'hui propose, si ce n'est que du mensonge? Restez avec nous, Nazim. Gamal Abina, très rapidement, si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit, après je donnerai la parole à notre ami Senourdine, mais aussi par rapport à la question ce qu'a soulevé notre ami Nazim Taleb. Il faut rappeler donc que l'Algérie vers la suppression de la version française du journal officiel. Je ne sais pas pourquoi, alors que il a parlé des call centers, Nazim Taleb, qui peut être aussi peut faire travailler nos jeunes qui parlent très bien le français, l'arabe et d'autres langues aussi. Très rapidement, si vous voulez rebondir, je vais revenir à vous, mais ce qu'a dit Nazim Taleb est très important. Déjà, on va commencer par évacuer les fake news. J'ai encore l'écho là qui revient, c'est compliqué. Mais on vous entend très bien. Du Maroc, parce que ça a été évoqué, le Maroc n'est pas un pays industriel, c'est un pays qui est un pays de délocalisation industrielle. C'est-à-dire que Renault Maroc, par exemple, 100% des bénéfices des produits fabriqués au Maroc profitent à la maison mère. Donc, il faut être très clair, les 5 milliards qui sont exportés en zone franche, donc pas d'impôt à payer pour la société française, bénéficient aux Français. On a vu ça dans d'autres pays. C'est pas la première fois que les Français font ça, puisqu'ils avaient délocalisé un temps en Roumanie, et ces usines qui ont été délocalisées au Maroc par Carlos Ghosn l'ont fait parce qu'ils savent que la main-d'œuvre était moins chère et bien formée. Donc, la question de dire que le Maroc exporte beaucoup, oui, ils exportent beaucoup des produits qui sont fabriqués essentiellement par la France ou l'Espagne. Les produits qui sont fabriqués par les Marocains, c'est du service, c'est vrai, ils font beaucoup de call centers, donc ça, c'est pas une grande valeur ajoutée, mais surtout, c'est dans le secteur de l'agriculture. Là, ils sont très bien placés. Donc, il y a aussi un autre truc que je vais évacuer. M. Tebboune avait dit troisième puissance, il s'est trompé, sa langue a fourché, africaine. C'est indiscutable. Ça a été dit par la Banque mondiale et le FMI, donc on ne va pas remettre les choses en question. L'Algérie, c'est 4% de croissance devant tous les pays du Maghreb et du Moyen-Orient, le MENA. L'Algérie, c'est surtout, et j'y vais régulièrement maintenant, j'y vais tous les jours, quasiment une fois par semaine, je vais au centre commercial, je regarde ce qui est produit. 95%, je donne bien les chiffres, parce que j'ai fait une statistique sur place. Et j'ai fait 3 centres commerciaux. 95% de ce qui est vendu en centre commercial algérien aujourd'hui sont des produits algériens. Là où il y a un problème, c'est qu'on n'a pas de marché à l'extérieur. On commence à avoir des marchés africains, puisqu'on a signé un accord d'association avec la ZECA. On commence à avoir des marchés américains, nord-américains, mais on n'a pas suffisamment de marché pour augmenter le tissu industriel de production. C'est-à-dire que si vous voulez vendre 100 000 pneus, actuellement, on peut les vendre, mais si on a des clients qui en achètent pour 1 million, il faut la capacité de produire 1 million de pneus, donc augmenter le nombre évidemment de machines et le personnel. Tout ça, c'est une transition qui doit être faite. L'autre point sur lequel je suis assez d'accord, c'est sur la question bancaire. Il y a des réformes qui sont en cours, j'espère qu'elles vont aboutir vite. La banque, le système de bancarisation est très en retard. Et ça ralentit à fond le commerce extérieur algérien, parce qu'on n'a que très peu d'agences à l'étranger, parce que les banques sont effectivement très peu dématérialisées, parce qu'on n'a pas encore cette habitude de passer par de la monnaie, non pas physique, avec des liasses de billets, mais de la monnaie virtuelle. Tout ça, c'est des réformes qui doivent être faites au niveau des banques, au niveau de l'État, évidemment, et au niveau de la mentalité du peuple, qui doit accepter qu'on passe par la carte bleue et par les paiements, par virement, plutôt que par les cash. Reste avec nous, Gamal Abina. Très bien. On va écouter dans ce passage aussi Abdelmajid Tebboune, qui avait déclaré dans une interview que quelques pays européens pensent toujours que l'Algérie est une chasse gardée. On l'écoute et je vais donner la parole à Senourdine après. جزء من السؤال تاعك هو صح. هادشي ما يعجبش دول أوروبية أخرى. الدول الأوروبية اللي ما زالت بكل سذاجة دائما بلي الجزائر ستي شاس كاردي. الجزائر حرة في تصرفاتها، حرة في علاقاتها الدولية، حرة في علاقاتها الاقتصادية. مانيش نواجه فيك عمدا باش نقلص من النفوذ تاعك، ولكن مصلحتي اولى من مصلحتك. انا ندافع على مصلحتي، ما نضادش مصلحتك، ولكن ندافع على مصلحتي، ومصلحتي راه مع ايطاليا. Voilà, donc Senourdine, Tebboune était très clair. Il dit que je défends les intérêts de l'Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez? Premièrement, je suis je dirais très gêné, pour ne pas dire complètement outré, quand j'entends Abdelmajid Tebboune parler à la première personne du singulier. Mslahti, Anaya, Bladi, etc. J'aurais bien aimé l'entendre parler à la troisième personne, à la première personne du pluriel. Parler d'un nous.
déjà, parce que si au moins il avait une vision politique, si au moins il avait un projet politique, un projet d'économie politique clair, il parlerait à la première personne, ça lui sied. Ça lui sied, il en est, je dirais, digne. Ça, pour parler de ce point qui n'est pas, je dirais, anodin. C'est très important. Ça montre bien la manière de voir les choses. Sinon, puisqu'à l'instant même, la précédente vidéo, vous l'avez bien entendu, nous l'avons tous entendu, parler de l'Algérie qui doit parvenir al-mu'ashirat al-Européa. Il ne fait même pas de distinction entre le mu'ashirat ou le ma'ayir. Les indicateurs et les normes. Je pense bien qu'il voulait parler des normes, le ma'ayir, et non pas le mu'ashirat. Parce que dire parvenir aux indicateurs européens, les indicateurs, ils sont des variables. Ce ne sont pas des constantes qui vous attendent de les rattraper. Je ferme la parenthèse sur ce point. Sinon, je suis tout à fait d'accord avec mes deux amis sur la question des droits de l'homme. L'Union européenne, je dirais, passez un tour pour nous donner des leçons des droits de l'homme. Vous qui piétinez ces droits de l'homme, je dirais, en long et en large. L'Algérie, c'est Nasser, exporte pour l'instant. Quand on parle, tout à l'heure, il avait dit en un seul mot, c'est Nazim Taleb, il avait parlé de l'exportation de l'eau. Oui, effectivement, quand nous exportons quelques produits maraîchers, nous sommes en train de l'exporter de l'eau virtuelle. Cette eau virtuelle qui nous est vitale à l'intérieur pour le marché domestique, pour la consommation des ménages et pour notre agriculture à destination de consommation interne, domestique, on va l'exporter. Donc, soyons réalistes. Nous exportons, il y a une petite diversification. D'ailleurs, Abdelmajid Tebboune, je ne sais pas pourquoi, il a deux arguments quand il parle d'économie. ما عندناش مديونية ورانا نوعوا في الصادرات تاعنا. Ce ne sont pas des indicateurs tant importants si les produits exportés ne sont pas des produits élaborés, ne sont pas des produits à forte VAJ, à forte valeur ajoutée. Si vous exportez du fer en minerai, vous êtes en train d'exporter vos réserves qui vous seront utiles demain si votre tissu industriel se développe. Donc, sur cette question de rééquilibrer cet accord avec l'Union européenne, tout le monde va applaudir, mais restons réalistes. Les investissements étrangers en Algérie se font par l'attractivité du marché, par un climat d'investissement sain, par une politique d'abord stable, et qui dit politique stable dit politique économique claire et stable. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Nous avons un président dont l'officialisation de l'élection du résultat n'est toujours pas je dirais, évacué, puisque le rapport de cette commission qu'il nous a promis au lendemain du 7 septembre se fait toujours attendre et se fera toujours attendre. Donc, ne soyons pas dupes. Une économie ne peut être performante que si derrière il y a une politique économique claire et stable. Et une politique économique claire et stable ne peut exister que s'il y a derrière un régime politique, un pouvoir politique légitime. Ça, comment dirais-je, ça induit l'une, induit l'autre. Nous ne devons pas faire cette fuite en avant en croyant que nous allons faire face, nous, un seul pays, à l'Union européenne toute entière et gagner dans les négociations, alors que derrière nous, nous n'avons même pas encore une vision économique réelle. Je terminerai juste par ça. Dans les années 70,
toutes les années 70, je parle pas des années 60, les années 70 jusqu'au début des années 80, on peut dire ce qu'on veut de l'économie algérienne, mais au moins il y avait une vision. Quand vous avez une vision, vous avez des objectifs, vous équilibrez ce qui a été réalisé, ce qui reste à réaliser. Je vais vous citer juste un exemple. Les importations de blé. Les importations de blé, juste avant le 31 décembre, l'Algérie a passé l'appel d'offres le plus élevé jamais passé depuis 10 ans. Au moment où quelques semaines, juste quelques semaines avant, Abdelmadjid Tebboune, je crois que c'est dans son premier discours après les élections du 7 septembre, il dit que en 2025, nous allons atteindre l'autosuffisance en matière de céréales. Si on n'atteint pas cette autosuffisance en passant un appel d'offres de 1 100 000 tonnes. Jamais un seul appel d'offres n'a atteint ce niveau d'importation. On avait atteint les 400 000 tonnes, les 500 000 tonnes, mais là, on est pratiquement au double. Bien sûr, après cela, il pourra nous dire qu'il n'y a pas de problème d'alimentation du marché en blé, il n'y a pas de pénurie de semoule, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Si tout cela est en avance importé avec des masses aussi importantes. Et pourtant, Gamal Abina Sinourdine, il a dit donc, dans son intervention que 95% des produits qui sont en vente dans les supermarchés sont des produits algériens. Mais la question de la légitimité, vous avez soulevé la question de la légitimité, la question aussi de la politique économique et une vision économique. Nazim Taleb, est-ce que cette vision économique, mais aussi cette légitimité des institutions est très importante pour les investisseurs étrangers? Je voudrais juste déjà apporter une précision, peut-être un commentaire, parce que je ne me rappelle plus le nom de votre deuxième intervenant. Oui. Il disait que le fait de dire que déjà, premièrement, j'ai pas dit le Maroc était industriel, un pays industriel, et même si je l'ai dit, par respect du contradictoire, moi, j'aurais pas dit fake news. Donc, je crois que on doit se respecter les uns les autres, même quand on se trompe. Ce serait bien juste de rappeler sans utiliser des mots aussi forts comme fake news, etc. Je trouve que c'est pas le moindre des respects. Mais parlons quand même de ce point. Je rappelle à votre invité que la Turquie, la Chine étaient des pays où on faisait de la délocalisation industrielle. Est-ce que c'est pour autant que c'est pas des pays industriels? Ce qu'il dit n'a aucun sens. Quand on délocalise une industrie dans un pays, c'est-à-dire qu'on industrialise ce pays, qu'on le veuille ou non, avec un partage du savoir, avec un taux d'intégration qui va augmenter, etc. La Chine, il y a 40 ans, n'était pas la Chine d'aujourd'hui. Et pourtant, les États-Unis voyaient la Chine comme peut-être l'Union européenne voit l'Algérie aujourd'hui, sauf avec une main-d'œuvre beaucoup moins chère. Sauf que la Chine, comme disait Dr Aoussat, avait une stratégie. Il savait qu'il fallait commencer par le bas. Je donne l'exemple du Japon dans les années 50. Peut-être que vos téléspectateurs ne le savent pas, mais la qualité japonaise, c'était la qualité chinoise il y a 10 ans. Tout le monde se disait, les Japonais, la qualité, elle est médiocre. Mais regardez ce qu'ils ont fait en 20 ans. Il a dit, par exemple, les call centers, c'est à faible valeur ajoutée. L'Irlande, ils ont commencé avec un pan entier de leur service étaient des call centers. Tous les grands noms de sociétés américaines étaient basés en Irlande à un moment donné. Regardez aujourd'hui l'Irlande, comment il est passé du call center à des ingénieurs brillants, à des services financiers, etc. Donc oui, quand vous êtes un pays au ras les pâquerettes, il faut bien commencer par le bas. Vous n'allez quand même pas faire du jour au lendemain du smartphone ou du iPhone. Donc à un moment donné, il faut être modeste et savoir ses capacités et être conscient de ses richesses et de ses faiblesses. Alors, pour revenir à votre question,
encore une fois, j'aime bien ce dicton qui dit quand on ne sait pas où on va, tous les chemins mènent vers un mur. L'Algérie n'a pas de stratégie. Et on voit bien même toute cette agitation depuis quelques semaines, c'est premièrement en réponse à la reconnaissance du Sahara par les autorités françaises, par ce qui se passe autour de Sansal. On voit bien que tout ça crée une agitation au niveau du régime algérien et il tire à boulet rouge sur à peu près tout. Sauf que l'Algérie oublie que ce genre de choses, c'est pas du populisme, parce que quand bien même l'Union européenne, l'Algérie représente 1% du commerce avec l'Union européenne. L'Union européenne dans l'économie algérienne, c'est-à-dire les importations, représente 50%. Donc on voit bien que le poids de l'Algérie, il est insignifiant par rapport au poids de l'Union européenne dans l'économie algérienne. Donc à un moment donné, on ne doit pas faire dans du populisme. On doit faire une stratégie économique, augmenter, comme j'ai dit, améliorer notre service financier, notre façon de faire, notre façon d'aider les entreprises, notre façon de transporter les marchandises à moindre coût, vers des points de livraison assez accessibles. Tout ça doit être pensé, aménagé, réfléchi, et c'est à ce moment-là, quand on a une stratégie à 30, 40, 50 ans, comme certains pays le font, à ce moment-là, oui, on pourra effectivement donner à l'Algérie toute la puissance qu'elle peut avoir, du moins au niveau méditerranéen. Et moi, je le crois, je crois que l'Algérie a ce potentiel-là. Mais quand vous êtes gouverné par des militaires, caserna, c'est pas possible. Mais il n'y a pas un pays gouverné par des militaires qui a réussi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce qu'un militaire, c'est des ordres. Et l'économie, c'est pas des ordres. Comme disait Dr Aoussat ou là même votre invité, c'est des commerçants. Un commerçant, il n'obéit pas à doigt et à l'œil. Il voit, est-ce que l'Algérie, premièrement, est-ce qu'il y a une stabilité économique? Est-ce qu'il y a une bande passante raisonnable? Aujourd'hui, vous n'avez pas Internet, pratiquement vous faites pas de business. La dernière fois, j'étais avec un Tchadien. D'ailleurs, au passage, c'était une société marocaine qui a investi au Tchad. Et j'ai vu, je me suis un petit peu renseigné. Regardez juste les investissements étrangers, par exemple marocains, dans le Sahel. L'Algérie, pratiquement, c'est insignifiant. Pourquoi l'Algérie est absente? Encore une fois, c'est pas باش نمجد المغرب, mais je donne juste un exemple entre deux pays frères qui sont limite, qui peuvent avoir une synergie énorme entre ces deux-là. Mais pourquoi on est absent de ces marchés-là? Je vous invite à voir, par exemple, Move. Move, c'est un opérateur téléphonique, c'est une banque, etc. Alors que l'Algérie au Tchad a une présence beaucoup plus importante au Tchad, par exemple, que le Maroc. Le Maroc, je crois qu'ils ont ouvert une ambassade en 2015, alors que l'Algérie, ça fait 50 ans qu'ils sont là-bas. Donc, encore une fois, il n'y a pas de stratégie, ni avec l'Union européenne, ni avec les pays du Sahel, ni avec le reste du monde. Très bien. Reste avec nous, Nazim Taleb. Gamal Abina, l'Algérie a un potentiel. Comme l'a dit notre ami Nazim Taleb, mais malheureusement, ce potentiel ne peut pas être une valeur ajoutée avec un système de gouvernance qui est dépassé. Gamal Abina. Bon, déjà, je vais répondre à deux, trois trucs qui ont été excessifs. Quand je dis qu'il y a une fake news, ça ne veut pas dire que j'insulte la personne, c'est qu'il véhicule une fake news qui n'est pas discutable. Par contre, quand j'entends que moi je dis des choses qui n'ont aucun sens, ça, par contre, c'est moins sympa, c'est pas tellement respectueux. Il y a un retour, c'est très embêtant, ça. Voilà, donc je dis ça par rapport à ça. Ensuite, alors, comparer l'Algérie et la Chine. Bon, on va y aller vite fait, la Chine, 72, un accord avec l'Amérique. Deng Xiaoping arrive au pouvoir, il crée les zones économiques spéciales. Et parce qu'il crée les zones économiques spéciales dans le sud de la Chine, parce qu'il voit qu'effectivement le communisme ne marche pas, eh bien, il reçoit des investissements massifs des États-Unis, plus l'investissement de la Chine, qui est un pays quand même immense, 10 millions de kilomètres carrés, avec une population qui avoisine les 1 milliard d'habitants. Donc la Chine passe sa transition économique parce qu'elle sent la chute du communisme, et pour autant, c'est un État dictatorial dirigiste et dirigé par des militaires, il faut le rappeler. Donc on parle d'une Chine qui effectivement fait une transition avec le soutien occidental, tout comme Hong Kong, tout comme Taïwan, tout comme le Japon. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a la guerre froide et que les Américains ne peuvent pas laisser ces pays tomber dans le communisme, donc ils vont les industrialiser de force. C'est l'investissement massif américain, on n'investit pas sans argent, qui crée la richesse. Et après,
ces pays bénéficient de ces transferts de technologies et de compétences pour se valoriser. Sauf que les Chinois, effectivement, ont eu une transition à la faveur d'une alliance de fait avec les États-Unis, puisqu'ils sont en rupture avec les communistes russes. Donc il y a une réalité économique, une réalité politique et géopolitique. On parle ensuite par rapport à la valeur ajoutée, donc les faibles valeurs ajoutées, je suis désolé, les code centers, ça ne compte pour rien. L'Irlande a bénéficié effectivement au début de ce développement par rapport à l'Internet et par rapport à cette nouvelle économie, mais elle a très vite migré vers une économie de production de type nouvelle économie. Donc la smart economy, la fameuse économie technologique des métiers de l'Internet, et à partir de là, elle a explosé. Mais l'Irlande a été alimentée en argent de l'Europe. Il faut le rappeler quand même. L'Irlande qui sortait d'une guerre avec l'Irlande du Nord. Il faut se rappeler que c'est un pays qui a été colonisé. Donc tout ça, c'est des choses, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Par contre, comparant deux pays comparables, l'Algérie et le Maroc. Donc le Maroc n'investit pas dans ces pays-là, il investit dans les banques. Il est très fort en banque, ça n'est pas de problème. Ils ont l'expertise, ce qui manque à l'Algérie, je suis d'accord. Mais le Maroc, effectivement, n'est pas un grand investisseur. Il investit beaucoup dans les banques pour attirer l'investissement. C'est une petite nuance. L'Algérie commence à développer ses investissements vers le sud, qu'elle a oublié pendant 20 ans sous Boutef, je suis d'accord avec vous. Mais il faut quand même remettre un petit peu les pendules à l'heure. On a un pays qui est un problème pour les Occidentaux et pour la France en particulier, parce qu'à la limite, le reste de l'Europe, ça se passe bien, l'Italie, l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne aujourd'hui, et les Français voient ça d'un mauvais œil. La France est en perte de vitesse, n'a plus d'industrie, et ne veut pas de concurrence à sa frontière. Enfin, sa frontière sud, on dira, méditerranéenne. Et donc, c'est vrai que quand ils vont installer cette ridicule usine Renault, qui a un taux d'intégration de 3%, alors qu'ils font un taux d'intégration de 80% au Maroc, parce que les équipementiers viennent massivement au Maroc, c'est une volonté politique pour montrer que le Maroc devient un paradis économique, ce qui n'est malheureusement pas le cas, et que l'Algérie est une errance socialiste, ce qui n'est pas le cas aussi. Donc, il faut se rappeler quand même de choses sérieuses. On peut dire que l'Algérie a un problème, par exemple, avec le 49-51 qui a été réformé, et que les IDE ont du mal à arriver depuis des années à cause de ça. Aujourd'hui, le 49-51 a été réformé, les grands investissements peuvent arriver, mais surtout, la volonté politique est affichée de faire de ce pays une grande nation. Moi, je suis quelqu'un qui est résolument optimiste, et je dis et répète, j'y vais tout le temps en Algérie maintenant, je vois ce qui est produit sur place, et franchement, il y a une certaine fierté qui se dégage, parce que on commence à acheter des produits algériens, on commence à s'équiper algérien, et on commence à vendre de la qualité algérienne. Très bien. Et quand vous dites qu'on n'a pas de smartphone, par exemple, je vous invite à voir ce que Condor commence à fabriquer, et d'autres groupes d'ailleurs, et des produits qui commencent à être de haute technologie, surtout designés. Donc on est passé d'une économie de rente à une économie en transition. On ne peut pas le contester. Par exemple, on vend à l'étranger de l'acier transformé, on ne vend pas des produits bruts, on vend effectivement des produits manufacturés de plus en plus, mais la problématique aujourd'hui, c'est la fermeture des marchés. Tant que les marchés sont fermés, on n'y arrivera pas. Et les marchés africains ne sont ouverts et ça va se développer. Le seul bémol, les banques ne sont pas à la hauteur des ambitions des industriels algériens aujourd'hui. Très bien. Très rapidement, Nordine, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, très clair. Donc, on passe d'une économie de rente à une économie de transition. Il y a beaucoup de choses qui se font en Algérie. Gamal Abina l'a rappelé. Qu'est-ce que vous en pensez très rapidement? Parce qu'on est coincé par le temps. On est en train de me dire... Je connais très bien l'économie algérienne. Mon premier mémoire fait sur l'économie algérienne remonte à 1984, le rôle de l'information dans le développement économique à l'Institut de commerce. J'ai travaillé aussi fin des années 80 sur le marché des fruits et légumes algériens. Et j'ai écrit des articles sur la non-adhésion et les pourquoi de l'Algérie à l'Organisation mondiale du commerce. Pour moi, le plus important dans une économie, c'est la politique économique, et le plus important dans la politique économique, c'est la politique tout court. Avoir un régime légitime qui émane de la volonté du peuple. Et le mensonge, je rappellerai très rapidement à Sénassal, en moins d'une minute, la grande famine chinoise qui a tué entre 15 et 50 millions d'après les historiens. Elle s'est produite au moment où on parlait du grand bond en avant. Le grand bond en avant, soi-disant réalisé par la Chine, qui exportait des produits agricoles vers la Russie, envers laquelle elle était endettée, parce que la Russie, l'URSS plutôt à l'époque, exportait de l'industrie vers la Chine, et la Chine, soi-disant, exportait des produits agricoles. Mais à quel prix? Au prix d'une famine à l'intérieur. Je pense que les Algériens ont besoin d'améliorer leur ration alimentaire et surtout calorique. Merci. Et à ça qu'on doit penser plutôt que quelques petites millions de dollars ou d'euros
que nous rapportent les exportations bien marginales des produits agricoles. Nazim Taleb, très rapidement, Nazim Taleb, on a dépassé le temps de l'émission. Je vous laisse le mot de la fin. Non, mais je crois que grosso modo, on est d'accord pour dire que l'Algérie a un grand potentiel. Malheureusement, ce potentiel, il est freiné, il est depuis 62, depuis encore une fois, un peu désolé d'insister, mais avec un régime militaire, un régime aussi médiocre, l'Algérie ne décollera jamais. Même si effectivement, il y a des initiatives privées, comme on l'a cité, Condor, Iris, Marjane, Vénus, par exemple, dans tout ce qui est cosmétique, etc. Mais ça reste des initiatives privées. S'il n'y a pas un État fort derrière, légitime, avec des institutions bien solides, ces initiatives privées, malheureusement, ne vont pas prospérer, tout simplement. Merci beaucoup, Nazim Taleb. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à Nazim Taleb, membre du mouvement Rachid, qui était avec nous depuis Paris via Skype. Merci à Gamal Abina, expert en relations internationales. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à professeur Nordina Oussat, universitaire, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs.